réjouissons-nous amis de tous nos souvenirs pendant toute notre vie. À nous de se divertir dans nos heures de loisirs. Profitons du moment pour avoir du plaisir. Comme dans le bon vieux temps, amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours. Le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours. Le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours. Le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours. Le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Ne durera pas toujours. Monsieur Éric Gagné, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Ça fait plaisir. On a parlé lors de précédentes entrevues de vos débuts. On a parlé de comment ça a commencé, le jeune Éric, un jeune drummer qui est devenu un accordéoniste, qui est resté drummer. Est-ce que tu fais encore du drum? Non, mais je pense que ça serait comme des pantoufles. Là. Je pense qu'on pourrait... Oui, Oui. ça reviendrait assez vite. Ah, je pense que oui. Ah, c'est bien. Éric, on parle d'accordéon. Vous avez parlé tout à l'heure, lors de précédentes entrevues, de choses importantes concernant justement le côté artistique, le côté spectacle pour un jeune. Parce que c'est tout un monde, je pense, le domaine du spectacle. Hein? Oui. Ben, si on veut, oui. Si on veut pas, non. Parce que, oui, le côté artistique, veut pas, on se fait reconnaître, on se fait féliciter, c'est facile de... Ouais, en bon français, c'est facile de se prendre pour un autre, là. Fait que il s'agit de rester terre à terre, il s'agit de rester soi-même. Moi, je pense que ceux qui me connaissent, là, what you see is what you get. Moi, je suis là, puis je suis là pour avoir du fun, mais on fait tellement des belles rencontres. Si on le prend sur le côté social de la chose, on rencontre plein de musiciens, on rencontre plein de gens qui deviennent des amis. Tu sais, je nommais tantôt, nous, Tony, on s'est connus là-dessus. J'ai été faire un spectacle là, à la Maison de la Culture, puis t'étais justement caméraman là-bas, t'étais le gars de son là-bas, puis on s'est connus là, puis on fait des super belles rencontres. Là. Ça peut devenir un côté très, très, très... On peut se développer un côté très social. Là. L'importance de rencontrer ce genre de personnes-là, justement, a fait pour toi là, que tu as eu de l'expérience avec M. Pinard. Oui. Et lui, il vous a montré le côté, là, justement, là, quoi faire, quoi ne pas faire, comment se présenter pour les émissions de télévision, justement. Oui, les émissions de télévision, surtout les spectacles, parce qu'on faisait, on faisait beaucoup de spectacles. On est allé aux États-Unis, on est allé au Nouveau-Brunswick, on a joué beaucoup. Puis, il faut toujours avoir en tête qu'on fait ça pour s'amuser. On ne gagne pas sa vie avec ça, on fait ça pour s'amuser. C'est un super beau loisir. Puis les gens qui sont dans la salle, qui sont là, ils ont payé pour venir nous voir. Fait qu'il en reste qu'on a un travail à faire quand même. Il faut être respectueux des gens qui viennent nous voir en spectacle, qui viennent entendre notre musique. Autant pendant le spectacle qu'après. Tu sais, quand on a fini là, de ramasser toutes nos affaires, mettre les accordéons, puis dans un case, puis après ça, bye, non, il faut prendre le temps, le savoir-être que je disais tantôt, il faut prendre le temps de recevoir les remerciements. C'est quelque chose à apprendre, de recevoir des compliments. Souvent, c'est gênant, on est porté à reculer, mais c'est important de prendre le temps de recevoir ça, puis de faire l'échange aussi avec les gens qui viennent nous voir. Moi, c'est ce côté-là que j'avais à travailler. J'étais quelqu'un de très, très, très gêné, de très... Mais j'étais un gars de public, c'était un peu contrastant, mais c'est la partie qui est très, très le fun à faire aussi d'un spectacle, le après-spectacle. Le savoir-être avec le public. Oui, exactement.
Parce que ça devient quasiment des amis, même si on ne les connaît pas. C'est des amis parce que ça devient des amis parce qu'il ne faut pas oublier que eux, quand ils regardent le spectacle, ils ont un nom à retenir. C'est nous qui faisons le spectacle, fait qu'ils ont un nom à retenir. Nous, ils sont peut-être 100, 200, 300, 1000, 5000, on ne sait pas. On ne peut pas retenir tous les noms, mais il faut être très à l'aise de « Ah, salut Éric, comment ça va? Je vous reconnais de visage, mais malheureusement, je ne retiens pas votre nom, mais ça fait plaisir. » Puis tu sais, il y a des manières de dire les choses que tout passe, puis c'est ça, c'est très, très, très important. Puis on fait tellement des belles rencontres, là. Donc, c'est une occasion de partage. Oui, ben oui. Avec respect, évidemment. Puis combien de gens sont venus me voir en me donnant une cassette? « Hey, il y a une toune là-dessus, là, la toune numéro 6, là, t'apprendras ça, je suis sûr que ça fit pour toi. » Puis il y a beaucoup de répertoires que j'ai eu parce que le monde, il venait me voir en show puis il me parlait après. Le après-spectacle est important. Là. Donc, il connaissait ton style. Ouais. Il savait que tu pouvais donner de la couleur, autrement dit, à Exact. cette pièce-là. Exactement. C'est intéressant. Ouais, donc, M. Pinard, donc l'importance de côtoyer les champions, si on peut dire. Oui, oui. Bien, on s'associe à des gens qui nous représentent puis qu'on file bien. Tu sais, Robert Pinard, Robert Boutette, ça fait drôle parce que moi, je les appelle mes Robert au carré, là. Oui. Mais ça a été deux grosses influences. Puis encore à ce jour, Robert Boutette est encore un très grand ami. Une très grande influence. Robert aussi, ça a été Robert Boutette, je mentionne. Ça a été... il m'en a appris beaucoup sur l'instrument aussi, parce que c'est bien de connaître les gens, de connaître savoir-être, toutes ces choses-là. C'est bien de connaître notre instrument aussi, parce que les gens nous posent des questions. Hey, c'est à quoi ça sert, les tirettes sur le dessus, ces affaires-là, puis ils ont chacun leur langage, chacun leur chose. Fait que quand tu es capable de démontrer un petit peu que tu connais ton instrument, ben les gens aiment ça aussi. Là. Ça t'amène vers d'autres échanges aussi. Là. On parle justement de Robert comme facteur d'accordéon, comme fabricant et ainsi de suite. Est-ce que pour toi, Éric, ça serait intéressant un jour de dire que tu pourrais faire comme lui? Je parle un peu de réparation d'accordéon ou encore d'entretien. Est-ce que ça serait une voie que tu voudrais, qui t'intéresserait peut-être? C'est de quoi qui m'intéresse, oui. La fabrication de A à Z d'un accordéon, peut-être pas. Parce que je me connais, j'aurais peut-être pas la patience pour ça. De faire l'entretien des accordéons, oui, ça c'est de quoi qui pourrait m'intéresser parce qu'on se le cachera pas, c'est un métier qui est un peu en voie de disparition, en voie d'extinction. Puis il faut protéger ça parce qu'il en reste que pour les automobiles, il y a des mécaniciens, mais pour les accordéons, ça prend des mécaniciens aussi. Fait que ça, de perpétuer ça pour l'entretien, oui, ça c'est de quoi qui m'intéresserait. Là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... vous avez nommé quelque chose d'extrêmement important, la patience. Oui, 100%. C'est de la minutie, c'est du micro-tuning qu'ils appellent. Là. La patience, justement, on en parle lorsque vous apprenez une nouvelle pièce. Comment vous procédez? Comment ça fonctionne, ça? Le jeune Éric là, qui apprend une pièce, comment est-ce qu'il procède? Mon fonctionnement à moi, c'est que j'écoute du répertoire. Puis quand j'ai une pièce qui me trotte dans la tête, quand je suis capable de la siffloter, de la fredonner, puis qu'elle est là, puis qu'elle est tout le temps là, je m'assois puis je l'apprends. Mon cerveau l'a assimilé, on dirait, il est prêt à l'apprendre. Si j'entends une pièce puis je me dis « Hey, elle est vraiment belle cette pièce-là », puis que je m'assois pour l'apprendre, mais qu'elle n'est pas, on va dire, enregistrée, je vais trop travailler, je vais trop chercher, puis on dirait que mon cerveau ne fonctionne pas là-dessus. Faut vraiment qu'elle soit incrémentée dans ma tête. Il faut vraiment qu'elle soit enregistrée dans ma tête. C'est plus le bon mot. Là. D'où l'importance d'en écouter beaucoup. D'en écouter, oui. D'écouter du répertoire. D'écouter souvent. Écouter souvent, exactement. Éric Gagné, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Madame Louise Sanche, bonjour. Bonjour, Tony. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse, une émission pour les jeunes. On parle d'instruments de musique. Aujourd'hui, on va parler de la harpe, quelque chose de bien intéressant puis quelque chose de très rare. Louise, d'abord, on va vous parler de vous, vos origines. Vous venez de quel endroit? Moi, mes racines sont à Nominengue, les pays d'en haut qu'on appelle, le pays du curé Labelle. Oui. Voilà. Et j'ai beaucoup déménagé un peu partout dans le Québec. Oui. Puis je suis maintenant grondinoise d'adoption et j'adore. La belle région de Portneuf. Ah, c'est magnifique. Merveilleux. Oui. Louise, il faut dire vos racines. D'abord, votre famille, est-ce qu'il y a des musiciens dans votre famille? Ben non, OK. c'est pas des musiciens, mais ma famille, l'origine, c'est le théâtre. Mon arrière-grand-père était comédien. Mon père a conçu des théâtres, il était scénographe. Et mon oncle, qui est quand même assez connu, qui s'appelle Bobino, était dans le théâtre aussi. Donc, oui, chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est que votre oncle, vous nous avez dit que votre oncle était M. Guy. C'est bien ça, oui, Guy Sanche, oui. Qui était notre Bobino. Oui. Ah, oui. C'était votre oncle. Oui, oui. Ah, c'est bien ça. Oui. Donc, d'où peut-être le petit chapeau que vous portez ce matin. Hein? Oui. Les origines. Ah, ben c'est bien. Oui. Alors, Louise, on parle, dans votre famille, c'est ça, vous avez commencé à peu près à quel âge à faire de la musique? Moi, en fait, j'ai commencé, j'avais 7 ans quand on est arrivé à Québec. Mais d'où ça vient? J'étais une enfant très, très sensible, qui a voyagé beaucoup, qui avait le mal des transports en plus. Et puis, quand j'avais de 4 à 5 ans, on est resté à Paris. Mon père est allé étudier là-bas. Puis, j'étais toujours malade de voyage, mais finalement, le médecin avait conseillé à mes parents, « Ah, cet enfant-là, c'est une hypersensible, elle devrait faire de la musique. Vous devriez lui faire de la musique. » Bon, ça reste là, 4 ans. On revient au pays 1 an plus tard. On déménage de Montréal à Québec à cause du projet qu'il y avait du Grand Théâtre. Puis c'est à l'âge de 7 ans que j'ai dit à mon professeur de musique, Madame Roselle Rio, qui est décédée malheureusement maintenant, à Sainte-Foy, à Saint-Louis-de-France, moi, mon rêve, c'est d'apprendre le piano, parce qu'il y avait un piano dans la classe. Puis finalement, c'est elle qui est venue me donner des cours à la maison. Je restais à côté de l'école. Fait que ça a commencé comme ça. Donc, vous avez commencé avec le piano. Avec le piano, puis que d'ailleurs, j'ai jamais abandonné. J'aime autant le piano que la harpe. Mais évidemment, la harpe, j'ai pas eu la chance avant l'âge de 17 ans de l'apprendre. Question de... Bon, ben, premièrement, il n'y en avait pas à la maison. Il n'y avait pas... On ne connaissait pas de... Autour de nous, il n'y avait pas personne qui enseignait tout ça. Donc, c'est rendu au cégep que j'ai fait le choix de... On devait prendre un instrument secondaire. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais je me demande si c'est pas peut-être en écoutant. À l'époque, il y avait les premières séries Séraphin. Oui. Puis dans le thème de Séraphin, c'était une pièce que j'ai appris plus tard, que j'ai jouée à l'orchestre, qui a été composée par Glazunov. Puis il y avait de la harpe dans ça. Est-ce que c'est là que j'ai déjà entendu ça? Je peux pas répondre, mais ça, c'est très, très possible. Donc, on dirait qu'à chaque fois que j'entendais de la musique d'orchestre, tout ce que mon oreille entendait, c'était la harpe. C'est comme ça que j'ai voulu apprendre la harpe. Vous aviez une sensibilité pour ce genre de son
ce genre de musique oui. qu'on peut dire, Oui, oui. qui venait vous chercher plus. Peut-être plus encore que le piano, peut-être, ou différemment? Non, différemment. C'est ça, parce que j'adore le piano aussi, c'est sûr. J'ai jamais pu, dans le fond, choisir entre un et l'autre, jamais. Oui. Je les ai... à partir de l'âge de 17 ans, dans le fond, jusqu'à maintenant, finalement, je continue toujours de les aimer autant. Le problème, c'est le manque de temps des fois, mais bon, à un moment donné, on se dit, on fait un peu plus de harpe parce que on a des contrats. Piano, j'enseigne le piano aussi depuis l'âge de 17 ans. Puis je vais toujours continuer, ça me passionne l'enseignement aussi. Louise, on va en venir à ça. Aujourd'hui, vous faites quoi dans le domaine de la musique? C'est-à-dire qu'on vous connaît, vous jouez de la harpe. Est-ce que vous faites d'autres choses? Vous faites de l'enseignement, vous avez dit? Oui, j'ai toujours enseigné. J'ai toujours continué d'enseigner en privé. J'ai un petit peu été enseignée dans les écoles, la musique. Donc, j'ai une formation, j'ai un baccalauréat en musique, en éducation, tout ça. Ce qui me passionnait le plus, c'est la didactique instrumentale. Comment on apprend tout ça. Puis il y a aussi le volet thérapeutique qui m'a toujours énormément attirée dans la musique, dans l'apprentissage. Expliquez-moi ça. Thérapeutique, ça veut dire qu'on se sert de la musique comme moyen de remède, si on peut dire? Oui, en fait, c'est que la vie m'a emmenée finalement... je vais faire juste une parenthèse. Dans le fond, quand j'étais aux études à Québec, j'avais été approchée par une maison de soins palliatifs pour faire de l'accompagnement. Mais dans ce temps-là, j'étais pas prête à faire ça. Je l'ai pas fait là, sur le coup. Donc, j'ai continué mes études, tout ça, puis je suis retournée à l'université. Et puis, c'est une drôle d'histoire, dans le fond, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu une élève de piano qui avait un cancer, qui était en phase terminale. Elle voulait apprendre le piano avant de nous quitter. Elle avait eu une mauvaise expérience quand elle était plus jeune, puis elle avait aimé ça, mais elle n'avait pas aimé comme son expérience d'enseignement. Fait que j'ai été approchée pour ça, puis j'ai dit oui, ça va me faire plaisir, mon Dieu, je trouvais ça tellement touchant. Donc, j'ai enseigné à cette personne-là pendant au moins 8 mois. Puis il est arrivé quelque chose, c'est qu'à un moment donné, elle est tombée malade. Et puis sa tante m'appelle, puis me dit Mireille voudrait que tu joues pour quand elle va partir. Puis cette journée-là, j'ai dit non, je vais y aller aujourd'hui. Je pas dans ma nature d'être aussi direct, de s'imposer comme ça, mais j'avais besoin d'y aller. Fait que je suis allée, j'ai apporté ma harpe dans sa toute petite chambre d'hôpital parce que c'est ça, elle avait attrapé une pneumonie, donc elle a dû être hospitalisée. Avant ça, elle était quand même chez elle, puis elle se déplaçait pour venir à ses cours. Mais là, elle sentait que finalement, c'était la fin. Alors, sa tante m'a demandé ça pour lui faire plaisir, mais moi, je voulais pas faire ça quand elle n'était pas là. Je voulais faire ça en sa présence. Exact. J'ai fait ça. Ça a été vraiment... C'est un cadeau que je lui faisais. Puis le lendemain, je partais, moi, pour le Nouveau-Brunswick. Puis quand je suis revenue une semaine plus tard, j'ai appris qu'elle est décédée tout de suite après. Ça m'a donné un choc. Je me suis dit, waouh! Puis là, je me suis fait dire, tu as ouvert les portes du paradis. Avec l'harpe. Avec l'harpe, mais ça s'est fait tout à fait spontanément, sans... j'avais jamais fait ça. Sans préparation. Hein? Sans préparation, tout à fait spontanément. Naturellement aussi. Naturellement, puis c'est comme ça que ça m'a apporté
que ça m'a permis d'aller explorer ça. Mais je me sentais comme pas assez outillée, donc je suis allée à l'Université du Québec à Montréal. Sans savoir, j'ai appris qu'il y avait une anthropologue, Luce Desaulniers, qui avait parti un département, un certificat, dans le fond, pour les études sur la mort. Ça a l'air drôle un peu, mais dans le fond, le but, c'était de m'outiller sur... dans le fond, ce qu'on apprend, c'est les coutumes, tout ça, la philosophie un peu en dessous de tout ça. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, puis j'ai toujours continué, finalement, de faire ça, sous forme de cadeaux, peut-être, de gens en fin de vie. Voilà, c'est un petit peu ça. Madame Louise Sanche, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.
Monsieur Sylvain Rodrigue, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Bien, merci. Sylvain, on parle d'instruments d'accompagnement, si on peut dire, ou d'instruments qui font certains bruits, si on peut dire, qui devient à un moment donné probablement une musique. Oui. Alors, Sylvain, on va parler de la guimbarde. Alors, c'est quoi au juste cet instrument? La guimbarde, ben, c'est probablement un des plus anciens instruments là, avec la flûte puis les tambours. C'est une lamelle qu'on fait bouger dans notre bouche à l'aide de notre pouce ou même, il y a des fois, à l'aide d'une corde. J'ai vu des guimbardes asiatiques qu'on appelle, par exemple, la gangong en Indonésie. Eux autres, ils tirent après une corde. Puis là, ça fait résonner la membrane. En fin de compte, c'est une grosse lame qui se fait aller dans notre bouche. Je pense qu'on va faire une mise au point tout de suite, Sylvain. Il ne faut pas confondre avec la bombarde, je pense. Oui, en fait, moi, je le disais bombarde quand j'étais jeune parce que ma première approche avec la bombarde, j'avais à peu près 9-10 ans. Je revenais en autobus de la petite maîtrise dans le Vieux-Québec. Puis avant, je t'arrêtais à Procure m'acheter une bombarde. Ça m'impressionnait, cette affaire-là. Je voulais imiter Edgar en ressort plus fort. L'annonce qu'il y avait à la TV, boing, boing. Là, j'étais parti dans mon trip de bruiteur. Puis j'étais arrivé à le faire. Puis après ça, j'ai découvert que, plus tard, je me suis fait dire que c'était pas une bombarde, c'était une guimbarde. Parce que la vraie bombarde, c'est un instrument, c'est très simple à expliquer, c'est comme une pipe de la cornemuse, mais sans coussin, sans rien, qu'on actionne nous-mêmes avec notre bouche. C'est extrêmement fort entendre la bombarde. En fait, je me suis fait dire ça, puis je suis allé faire des recherches, puis effectivement, on dit guimbarde pour ça. OK. Vous avez avec vous, justement, quelques types de guimbardes, si on peut dire. Est-ce qu'on peut expliquer ça un peu? Moi, mon intérêt pour les guimbardes, souvent, je sais pas, il y a peut-être des gens qui l'ont essayé, on se pète les dents, on se pète la lamelle ses dents, puis souvent, il n'y a pas bien de résultat. Donc, l'idée, c'est, moi, je suis allé chercher des guimbardes plutôt asiatiques. Celle-là, on l'appelle la danmoy. Danmoy du cash, danmoy de l'attention. On la met dans notre bouche, puis on n'a pas à faire intervenir nos dents. C'est ça que j'ai trouvé impressionnant. Donc, on fait simplement l'accoter entre les lèvres, puis elle donne déjà quelque chose d'intéressant. L'idée, c'est d'arriver à faire bouger la langue et de positionner son air, comment on pourrait dire, rediriger l'air en lui donnant un air. Rediriger l'air en lui donnant un air. Un air, pas un air à vif, là, mais un air à hier. C'est quoi cette affaire-là? Dans le fond, c'est pas très compliqué, mais en même temps, c'est complexe à la fois. C'est d'arriver à faire un peu comme si on chuchotait un air. On siffle, mais on siffle pas. On serait capable de le faire à pleine bouche. Hein? On reconnaît une mélodie là-dedans. Si je le mets dans mon instrument, il faut que je m'ajuste en fonction de mon instrument. Lui, il me donne une fondamentale qui est boing. En m'accotant sur la fondamentale, je ne sais pas si on arrive à bien l'entendre, mais j'essaie de faire disparaître le boing, 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 boing et de faire ressortir ce qu'on appelle les harmoniques. J'aime bien celle-là, la danmoy, parce qu'elle est vraiment pas difficile. On n'a pas besoin de s'accoter les dents dessus, puis elle est très volumineuse sur le plan sonore. J'en ai une autre aussi qui est vraiment intéressante. C'est la même. Elle a un autre ton. Elle ressemble à une rame de bateau. On dirait que j'ai comme une rame pour ramer dans une barque. Ce que j'aime bien des Asiatiques, c'est que souvent, ça vient avec des beaux étuis. On tire sur la corde, on laisse aller comme ça, on garde l'étui dans la main ou dans l'autre main, puis on fait tout simplement jouer. Elle a une autre note, celle-là. Plus aiguë. Donc, à la base, plus l'instrument est aigu, moins c'est facile d'entendre les harmoniques. En revanche, ça dépend du métal.
Si le métal, comme l'autre d'avant, le métal est un peu usé, un peu fatigué, c'est une vieille guimbarde, tandis que celle-là est un peu plus récente, elle va plus sonner fort. On entend la mélodie, mais c'est moins clair. Ma préférée, c'est une Dan-Moy basse. On l'appelle la three-tongue. Elle, c'est une two-tongue. Je ne sais pas si on peut bien voir à la caméra. C'est comme deux langues, une langue fourchue. Alors, je ne sais pas si tu arrives à le voir. Je pourrais le montrer de l'autre côté aussi. Si on le montre de l'autre côté, si on regarde celle-là, c'est one tongue. Une seule. C'est rien qu'un point dessus. Puis le métal est fatigué. Elle a vécu quelques petits accidents. Ici, on a la guimbarde contrebasse ou basse. Là. Je l'aime bien. Son essuie, c'est très original. Un petit essuie qui ressemble à une guitare. On a simplement à ouvrir parce qu'il y a un petit aimant qui retient le tout. Et on a notre guimbarde contrebasse ou basse. Elle donne un mi. Puis elle a 3 langues. C'est comme une langue à 3 points dessus. Très basse. Donc, plus notre son est grave, plus que notre oreille, l'être humain, plus qu'on arrive à entendre une quantité plus grande d'harmoniques. Là, j'entends presque plus ma fondamentale. Je peux faire ça. Là, je me concentre sur la fondamentale. Là, je vais aller chercher les harmoniques maintenant. J'ai arrivé à faire disparaître ma fondamentale pour faire entendre pratiquement juste les harmoniques. Ça me donne une mélodie. J'espère que vous l'avez reconnu, hein? Mais simplement, des fois, par le rythme, on peut reconnaître une chanson. Parce que, oui, ça sonne Frère Jacques, ça sonne pas Vive le vent. C'est pas tout à fait le même rythme. Monsieur Sylvain Rodrigue, merci beaucoup. Avec plaisir. Monsieur Gilles Royer, bonjour. Bonjour, Monsieur Vézina. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Bienvenue, Monsieur Gilles. On parle de vous comme musicien. On peut dire, ça s'appelle un drummer. Eh oui, francisé. Francisé, donc c'est un monsieur qui joue de la batterie, si on peut dire. Et voilà. Plusieurs tambours avec plusieurs instruments, si on peut dire. Alors, Gilles, ça commence comment, ça, le jeune Gilles, là, pour la musique? D'abord, les parents. Est-ce que les parents jouaient de la musique? Pas vraiment, non. Ouais. Il n'y avait pas de musicien. J'avais un cousin qui était musicien. Ma mère chantait, par contre. Elle composait des chansons, chantait dans des mariages, dans des soirées de salles paroissiales à l'époque. Ouais. Alors voilà, c'est ça qui peut-être qui m'a donné le goût de la musique. Puis vous, Gilles, vous êtes originaire de Donnacona? Cap-Santé. Jacques Cap-Santé. Cartier, pour bien dire. Oui, Le petit village de Jacques Cartier. Le petit village Jacques Cartier, voilà. Qu'il y avait dans le temps, là. Oui. Avant les fusions, si on peut dire. Ben, il est encore là. On ne s'étendra pas là-dessus, mais quand même, c'est ça, voilà. OK. L'autre côté Donc, de la rivière. Exact. Donc, votre mère chantait un peu. Mais comment c'est venu le goût pour la musique pour le jeune Gilles, là?
Ça a commencé comment? Ouais, je pense qu'on écoutait la radio à cette époque-là, voilà. Oui. Puis on avait des disques un peu. Fait qu'en écoutant des disques, à un moment donné, pourquoi que la percussion m'a impressionné plus que d'autres choses, c'est comme, je sais pas si c'est pas un secret, mais en tout cas, c'est comme ça. Oui. Fait qu'à force d'écouter, je mettais un petit peu d'énergie auditive là-dessus. Et puis, le goût m'a pris d'essayer de reproduire ces sons avec des couteaux, puis des moules à gâteau, puis des assiettes à tarte. Puis, évidemment, quand que la mère était pas là. Oui, parce que ça devait être... Parce qu'elle aimait pas ça. OK, ouais, ça faisait Il faut se faire démolir ses moules, puis moi qui aimais le gâteau, aussi, je voulais pas trop les maganer. Donc, on parle de quelle époque? Vous aviez quel âge, à peu près? Oh là, c'est à peu près dans les années 62, 63, c'est ces années-là. Là. OK. Ouais. Peut-être un petit peu avant, là. Commence à me Mais vous pratiquer. aviez quel âge, à peu près, quoi, 10, 11 ans? Peut-être pas. À cet âge-là, j'avais 14, 15, 16 ans. Là. On ne veut pas vous vieillir non plus, là. D'accord. Oui, Donc, c'est à l'époque des groupes yéyé, si on peut dire, hein? La musique à gogo, comme on dit. Oh, on était-tu là encore à cette époque-là? Oui. Moi, j'étais plus dans le temps d'Elvis Presley, puis des D'accord. Beatles, puis... Oui. ouais. Donc, vous aviez... Est-ce que c'était vos idoles? Est-ce que c'était... Bien évidemment, à cette époque-là, Ouais. il y avait seulement que ça. Oui. Fait que c'est ça. On a commencé par du Elvis. Là. Moi, ça doit être ma mère, ça, qui avait le goût d'écouter du Elvis. Fait qu'évidemment, je me suis mis à écouter ces chansons-là. Oui. Et la percussion, évidemment. Après ça, on est arrivé aux Beatles, qui, là, ils ont été vraiment impressionnants. Fait que là, Ringo Starr était mon idole, évidemment. Oui. Fait que c'est ça qui m'a donné le goût de commencer à faire de la musique. Et pourquoi la batterie en particulier? Bonne question. Moi qui ai horreur du bruit, je sais pas, je peux pas vous répondre. Ah, ouais. Faudrait consulter un psychologue ou peut-être un psychiatre. Mais... À la Donc, limite. ouais. Ben, je sais pas. Je vais te dire franchement, là, j'avais tapoché sur toutes sortes d'affaires. Je sais pas si c'est ça qui m'a donné le goût, mais j'aimais ça. J'aimais ça. Puis c'était peut-être le côté aussi un petit peu... je sais pas... spectacle là, qui fait que tu fais... Pour vous, c'était un drummer. Un drummer, c'était quelque chose qui était spectaculaire, qui vous fascinait probablement. Oui, un peu, oui. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait? Quel a été votre apport, les couteaux, les fourchettes, les assiettes? Quel a été votre premier drum? Comment est-ce que vous avez eu ça? Ça, nous autres, à cet âge-là, comme il y avait certains hôtels où il y avait de la musique qui nous laissaient rentrer quand même. Fait que là, il y avait un groupe ici à Donnacona qui, je me souviens pas du nom, mais il y avait comme drummer Pat Cochran, qui a été un des, semble-t-il, des bons drummers de la province de Québec à l'époque. Oui. Fait qu'on allait les écouter le samedi soir, puis... ça donne que ce monsieur-là demeurait pas très loin de chez nous. Puis, à un moment donné, il y avait une batterie à vendre. Fait que j'avais têté de l'argent à ma mère, puis j'avais acheté la batterie. Puis d'ailleurs, j'étais allé le voir le samedi à l'hôtel, puis il m'avait fait un beau solo de drum spécial. Ouais. Fait que là, j'ai acheté son petit drum là, qui était très, très basique, là. Fait que là, mais ma mère m'avait prêté de l'argent pour l'acheter à la condition que je n'amène pas ça dans la maison parce que disons que c'est assez bruyant. Fait que je m'étais organisé pour me trouver un petit local en quelque part. Puis là, on allait pratiquer. Puis à un moment donné, il y a eu un petit spectacle de fin d'année à la salle paroissiale. Fait qu'avec quelques amis, on a fait une imitation, c'est-à-dire qu'on a... reproduit, en fait, une pièce des Beatles. Fait que ça avait été le début là, du goût d'avoir un public devant moi et des autres également. Et j'en ai entendu parler encore dernièrement. Ah oui? Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, puis en plus, tu jouais pour vrai. » Ben, c'est un drum, tu peux pas jouer pour le fun. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas vraiment, là. Non, ça se fait pas bien. Alors voilà, ça a commencé comme ça.
après ça, ben là, j'ai eu des amis. Oh, il y en a un qui joue de la guitare. Ah, ouais, on devrait se faire quelque chose avec ça. Fait qu'on s'était monté un petit band, là, qu'on pratiquait des pièces de Beatles, puis d'autres bien ordinaires, là. Puis à un moment donné, on avait fait un petit spectacle en plein air à Jacques-Cartier, sur le bord d'un petit bois, là. Ouais. Puis il y avait eu pas mal de jeunesse qui était venue nous voir, même si on était bien gênés. Puis ça a donné, même juste cette petite affaire-là, là, j'ai eu des échos de ça il y a une couple d'années. Des gens qui ont fait de la musique pas mal plus avancée que moi, qui m'ont dit « Hey, c'est toi qui nous avais donné le goût là, de faire ça. » là. Ah oui. Je n'aurais jamais pensé parce qu'on était vraiment des débutants. Et là, vous avez pratiqué la musique, avec vos amis, évidemment. Est-ce que vous avez fait ça plusieurs années ou c'était simplement par petit loisir comme ça de temps en temps? Bien, ça, c'était des petits loisirs de sous-sol. Là. Un de mes amis, le bassiste, il avait un bon sous-sol chez eux, puis ses parents étaient assez... Pour moi, ils étaient sourds. Ils nous permettaient d'aller faire du bruit chez eux. Ouais. Fait qu'on a commencé comme ça. Puis ça n'a pas duré si longtemps que ça, parce que là, à cet âge-là, moi, il est arrivé quelqu'un... Un monsieur, à un moment donné, qui est arrivé à Jacques-Cartier, puis il jouait du saxophone. Sa femme chantait. Puis il avait entendu parler qu'il y avait un drummer dans le coin. Fait qu'une journée, il est venu me rencontrer, puis malgré ma gêne, j'étais, il faut dire, à l'époque, très, très, très gêné. Je le suis encore d'ailleurs, ça paraît. Et puis, il me dit, j'ai besoin d'un drummer. Il dit, ça te tente-tu? Il dit, je vais te chercher samedi matin, puis on va aller pratiquer. Puis j'étais tellement gêné, j'ai pas été capable de dire non. Fait qu'on s'est ramassé dans un hôtel à Cap-Santé, puis avec notre barda, puis on s'installe là dans l'après-midi sur le stage, puis on commence à pratiquer. Il y avait juste un bonhomme au bar, mais à un moment donné, le propriétaire est arrivé. Il dit, « Ah, qu'est-ce que vous faites là? » Fait qu'on pratique. Et il dit, mais le saxophoniste en question m'avait pas dit, moi, qu'il n'avait pas demandé la permission. OK, ouais. Fait qu'on s'est fait foutre à la porte. Ah, ouais. Puis là, rendu dehors, le saxophoniste en question me dit, OK, la semaine prochaine, on joue à telle place, on a une noce, puis fait que la carrière a commencé comme ça. Foudroyant, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Gilles Royer, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Madame Lynne Saint-Ange, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Ça me fait plaisir. On parle de notre ami, évidemment, Éric Gagné. Vous êtes l'épouse d'Éric, c'est bien ça? Tout à fait. Ben, on parle justement des jeunes et on parle des jeunes qui sont des couples et des jeunes qui se sont connus dans la musique. Quel beau mot à mon oreille, les jeunes. Hein? C'est encourageant. Lynne, vous êtes connue grâce à la musique, c'est bien ça? Oui. Ben, racontez-nous un petit peu. Oui, en fait, on s'est connus dans la musique. Comme je vous disais, Éric a joué avec la famille Pinard quand il parlait de Robert Pinard, qui pour moi a une signification tout autre, qui est que Robert est devenu le mari de ma mère suite au décès de mon père en 93. Donc, j'ai moi-même été élevée dans la musique toute ma vie. Mes plus vieux souvenirs sont mon oncle qui jouait le piano dans la maison. On revenait de la messe le dimanche, puis je m'assoyais au piano pendant que maman préparait, ça a l'air tellement cliché, mais c'est comme ça que ça se passait. Maman préparait le dîner. Moi, je jouais le piano, on chantait ensemble, on chantait en canon les Ave Maria, le Panis Angelicus, ça passait par les chansons à répondre et tout ça. Ça a été vraiment notre vie. Quand Robert est arrivé dans notre famille, bien, Robert avait remplacé
Blanc Richard, donc, était une figure très connue au niveau du trad et s'est servi de ses facultés, on va le dire comme ça, qui avait la faculté de séduction tant du public que des gens qui l'entouraient pour rentrer dans son univers. Ma mère, Yolande Valois, qui était connue dans le temps, qui a été connue beaucoup aussi sous le nom de Yolande Saint-Onge, qui a gagné des grandes compétitions. Et au fil du temps, Gino Lavoie a joué avec Robert et à un moment donné a dû arrêter pour des raisons personnelles que je ne me souviens pas en fait. Et il a dit, ben moi j'ai quelqu'un à te présenter qui va faire la job. Et c'était Tiprout, comme Robert l'appelait. J'ai connu, moi, Éric, il avait 20 ans. Et il est même venu manger, en fait, dans le temps, j'étais mariée à un autre homme et la musique était très présente aussi. Et il y a un Noël, Éric est venu manger à ma table avec la famille des Valois et tout ça. Je l'ai reçu chez nous, ne sachant tellement pas à ce moment-là qu'un jour deviendrait mon mari. Mais oui, si l'explication... Robert m'avait montré le pouvoir de séduction aussi. Et comme Éric était, je dirais, très perspicace et très, on va dire, persévérant, le jour où ma vie a pris un autre tournant, ben, il ne s'est pas servi juste de son accordéon. Et on est devenu... Je dirais que ça s'est fait de soi-même. On a tellement une belle complicité, oui. On a tellement les mêmes passions, les mêmes choses que ça allait juste de soi. On a rien fait, on n'a rien forcé ni un ni l'autre. Tout est venu par soi-même. Oui. Et puis à ce moment-là, bon, vous vous êtes connue. Vous, madame, vous jouez de quel instrument? Moi, c'est le piano. Donc vous accompagnez. Ben oui. Les musiciens. Donc là, Éric, il y avait personne pour accompagner. Ça devait bien aller. Là. Oui. On a fait, d'ailleurs, je pense la première année qu'on a été ensemble, on a fait un spectacle à la QLF à Québec. Oui. On a fait Donnacona. On a fait Donnacona aussi avec M. Sébastien Dionne, qui est dans l'élève de Marcel Messervier aussi. Ben, je dis l'élève, mais qui est quasiment son fils. Là. Oui. Ouais, fait que, ouais, on s'amuse ensemble. Là. Puis je vous dirais, écoutez, quand on parle du talent d'Éric Gagné, je me dois d'ajouter que moi, à la base aussi, je fais de la gigue. Et Éric, en bon séducteur et en grand passionné qu'il puisse être, me regardait les pieds quand je faisais des gigues, quand Robert partait à jouer et tout ça. Et à un moment donné, par grande surprise, Éric a laissé l'accordéon, est venu me trouver et s'est mis à giguer avec moi. Il avait appris à giguer, à me regarder. Pas à pratiquer, à me regarder. Alors, quand il disait dans ses entrevues, j'écoute une pièce, je les pratique dans ma tête, je les siffle et ensuite je les joue, ben il est capable de faire la même chose avec ses pieds, je vous le confirme. C'est bien ça. Oui, donc c'est ça. Donc l'observation... Et la passion. La passion. Oui. La patience aussi. Oui. Puis peut-être l'amour. Ah oui. Voilà. Tous ces ingrédients combinés, là, ça fait une belle recette et c'est bien. Puis aujourd'hui, madame, est-ce que vous jouez, est-ce que vous participez? Ben, Éric a mentionné que vous participez dans les cuillères à carreaux. Hein, oui, c'est bien ça? Oui, je suis au piano dans les cuillères à carreaux, au clavier, puis... quand on décide qu'on fait de la musique ensemble aussi, on s'amuse dans notre sous-sol, on a tout ce qu'il faut. Puis dans les parties de famille, c'est sûr que maintenant, il manque des gros morceaux, mais la vie continue. Bon, vous avez mentionné avant l'entrevue qu'il y a eu beaucoup de décès de joueurs de musique, là, de gens qui faisaient le party, autrement dit. Mais il faut que ça continue quand même. Hein, c'est ça. La musique meurt pas avec les gens qui l'ont perpétuée. Au contraire, fait partie des souvenirs et des valeurs que ces gens-là nous ont laissées. Et puis, ce qui tient
la base du bonheur, c'est les valeurs qu'on garde. Donc, vous êtes en train de dire que si on fait de la musique aujourd'hui, ça va être utile pour le restant de nos jours. Là. C'est dans le sens que ça va toujours nous rester. Là. Tout à fait. Tout à fait. La musique n'est pas un antibiotique, mais la musique est un guérisseur de l'âme. Oui. Un bon traitement. Oui. Un bon traitement. Peu Effectivement. importe les épreuves de la vie, oui. C'est la musique. Ça ne guérira pas, mais ça va aider à passer. Les amis de la musique aussi. Tout à fait. Oui, c'est une grande famille. Tout à fait. Ouais. Ça devient une grande famille. Oui, exact. Ben, un gros merci. Fait plaisir. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Avec plaisir. Au revoir.